Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal et merci de nous suivre. Au sommaire de ce journal, procès Maître Guy Hervé Cam contre le journal L'Opinion pour diffamation et propos injurieux. Le directeur de publication de L'Opinion, Issaka Lengani, a été condamné à verser 4 500 000 francs CFA à l'avocat Maître Cam. La composition des épreuves écrites du CEP a débuté ce matin sur tout le territoire national. Des candidats que nous avons rencontrés sont partagés entre sérénité et peur. Début du carême musulman au Burkina, tout suit le sens de ce jeûne dans cette édition. 4 500 000 francs CFA, c'est l'amende que devra payer le journal L'Opinion à l'avocat Maître Guy Hervé Cam. C'est le verdict du procès contre l'hebdomadaire L'Opinion rendu hier au tribunal correctionnel. Le directeur de publication Issaka Lengani, poursuivi par l'avocat Maître Guy Hervé Cam pour diffamation et propos injurieux dans l'affaire dite deal de parcelles à Ouaga 2000, a été condamné au paiement de cette amende. Des précisions avec Ibrahim Zongo. 9 heures, c'est le temps qu'aura duré ce procès pour délit de diffamation et d'injure intenté par Maître Guy Hervé Cam, porte-parole du mouvement Balai Citoyen contre Issaka Lengani, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Opinion. Au cœur de ce procès, un article citant Maître Cam en exemple dans l'affaire dite deal de parcelles à Ouaga 2000, paru dans L'Opinion du 2 au 8 mars 2016. Un procès pour l'exemple, dira Maître Cam, qui l'a remporté. Ce procès était un procès pour l'exemple. Sinon, vous avez dû remarquer que malgré cet état de fait, le balai citoyen a toujours continué ses activités. Parce qu'entre nous, nous savions pertinemment que c'était faux, que c'était une cabale. Il y a des citoyens burkinabés qui de bonne foi ont été trompés. C'est aussi pour eux ce procès, pour qu'ils sachent qu'en réalité, il s'agissait de mensonges et de mensonges grossiers. Et à son conseil d'expliquer la situation qui a conduit à ce procès. Satisfait, parce que comme je l'ai dit également au niveau de l'audience, nous n'avions pas l'intention particulièrement de poursuivre le journaliste en question, parce que personnellement j'ai toujours été du côté des journalistes poursuivis. Nous avons pensé jusqu'à la dernière minute qu'il ferait une démarche qui puisse donner le choix à notre client de ne pas exercer de recours pénal, mais nous n'avons pas vraiment eu le choix. 4 500 000 francs CFA, voici la somme que notre confrère Issaka Lengani devrait verser au titre des amendes, dommages et intérêts et frais non compris dans les dépenses. Un verdict sans surprise soutient le prévenu qui y voit une action contre la liberté de la presse. Ma première réaction est que je m'attendais à un tel verdict. C'était parce que le procès, vous l'avez suivi, à partir du procès de Maître Cam contre l'Opinion, à l'ensemble du système contre l'opinion, contre la liberté d'expression, contre la liberté de presse. Étaient présents à ce procès plusieurs cibales venus soutenir leur porte-parole, mais aussi il y avait une présence remarquable des responsables de médias et d'organisations professionnelles de médias. Rappelons que ce procès est le premier sur les délits de diffamation et d'injure depuis la dépénalisation des délits de presse. L'annulation du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, annoncée hier par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, défraie la chronique ce 7 juin. D'un citoyen à un autre, les commentaires ne tarissent pas, suivant ces réactions recueillies par Hassan Nakrou. Le mandat d'arrêt international émis contre Guillaume Soro, annulé récemment par la Cour de cassation, ne sera plus relancé. L'information a été donnée dans la soirée du 6 juin au cours d'une conférence de presse animée par le commissaire du gouvernement. Et le sujet fait parler de lui en cette journée du 7 juin 2016 dans les rues de Ouagadougou. En place, peut-être pense que sans la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ne peut pas relancer ses activités économiques et autres. Donc, ils ont procédé à une annulation pour simplement mieux côtoyer avec la Côte d'Ivoire afin de relancer un certain nombre d'activités sur le terrain. Peut-être ce sont ces raisons qui ont poussé le pouvoir en place d'annuler le mandat d'arrêt. Il est couvert par l'immunité parlementaire. Voilà. Et on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Chercher à juger aujourd'hui Soro en Côte d'Ivoire, c'est réveiller
j'allais dire, chercher à une instabilité pour le pays. Et donc, en tout cas, sous Alassane Dramane Ouattara, on ne pourra pas gérer Guillaume Soro. Pour certains, cette décision est une forfaiture du gouvernement burkinabé. Voilà, je pense que, en tout cas, c'est une forfaiture de plus pour le nouveau régime qui est arrivé. On escomptait qu'il y aura à avoir une rupture, malheureusement, en tout cas, la rupture tarde toujours à venir. Et cet acte qu'ils viennent de poser est la preuve que voilà, la rupture n'est pas pour aujourd'hui. Le parquet militaire opte pour la procédure de dénonciation. Désormais, il appartient à la justice ivoirienne de poursuivre Guillaume Soro pour les faits qui lui sont reprochés. Et l'actualité ce 7 juin, ce sont les candidats à l'examen du CEP, le certificat d'études primaires, qui ont débuté ce matin la composition des épreuves écrites. Ils sont plus de 300 000 candidats allés à la conquête de ce diplôme au Burkina Faso. Doumadie Guel Rodrigue a assisté au début de l'examen à l'école d'Assas Gossé à Ouagadougou, suivant son reportage. Ils sont 348 613 candidats à aller à la conquête du certificat d'études primaires session de 2016. Les 210 candidats du jury de l'école d'Assas Gossé sont venus tôt ce matin pour affronter le tout premier diplôme scolaire. Toute chose qui explique la peur chez certains d'entre eux. Je suis là pour composer mon examen du CP. J'ai un peu peur, mais ça va passer. Peur de voir les sujets. Je sais que ça va aller quoi. C'est ma première fois de passer le CP. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà pourquoi. Mais je pense que ça va bien se passer. Pour composer mon examen CEP, un peu, parce que ça fait combien d'années je n'ai pas composé. J'ai composé 2 fois, je n'ai pas eu. Donc elle a peur aussi qu'elle a un peu. C'est par l'épreuve de la rédaction d'une durée d'1 heure que les candidats ont entamé l'examen du CEP. Épreuve de rédaction. Durée 1 heure. Sujet. Tu as déjà lu ou entendu un conte qui t'a plu. Raconte-le. Période décisive pour ces candidats où seule l'obtention du diplôme leur ouvre les portes du collège. Ces derniers n'hésitent pour cela pas à faire appel à la providence divine. Je demande le Saint-Esprit de nous guider, nous tous, parce qu'on est là pour ça. J'ai appris la leçon et bon, j'ai confié mon CP à la Vierge Marie et à Jésus. Le CP 2016 a bien débuté au jury de l'école d'Assas Gossé et se poursuit malgré quelques difficultés rencontrées. C'est bien parti, on a pu faire l'appel à 6h30. Les élèves sont en salle et on a démarré la première épreuve à 7h30 comme prévu, l'épreuve de rédaction. Les difficultés qu'on rencontre ici, c'est les candidats libres. Ils ont beaucoup de difficultés pour le remplissage de leurs copies. Mais avec l'aide des surveillants, là, bon, les difficultés sont minimisées. Ces candidats seront situés sur leur sort dans 2 semaines. Il n'y a pas d'âge pour obtenir le diplôme du CEP tant que la volonté y est. Aux côtés des jeunes candidats, ce matin, des pères de famille étaient présents pour la composition. À l'école d'Assas Gossé, Guel Rodrigue a rencontré le candidat Seydou Balma, âgé de la cinquantaine, suivant ce reportage. Sur la 2e table de la première rangée de la 3e salle du centre d'examen du certificat d'études primaires est sérénement installé Seydou Balma. La cinquantaine presque, il est parmi les 348 613 candidats qui sont à la recherche du CEP. Je suis marié, père de 5 enfants. Oui, je suis venu inscrire au coup de soir pour pouvoir savoir lire et écrire. C'est ça qui va venir ici. Bon, je vois souvent mes amis qui lisent les journaux, je ne peux pas lire. Donc ça me dérange beaucoup. Je me suis dit, je vais venir m'inscrire aussi au concours de coup de soir pour pouvoir lire la même chose, comme les autres, savoir ce qu'il y a dans le pays. Tout compte fait,
Seydou Balma s'est dit bien préparé pour affronter toutes les épreuves de l'examen et être parmi les admis au jour de la proclamation des résultats. Je suis prêt. Si vous venez à l'examen, je suis prêt. Oui. Bon, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je pense que ça va aller. C'est ce que je compte. Seydou Balma ne compte pas s'arrêter uniquement au CEP. Il ambitionne obtenir d'autres diplômes tels que le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat. Poursuivons toujours dans l'enseignement, l'électricité, automobile, couture et électronique. Ce sont les filières enseignées au Centre féminin d'initiation et d'apprentissage au métier CEFIAM. Les apprenantes, toutes des filles, nourrissent l'ambition de faire de ces branches leur métier d'avenir. Le reportage d'Hassan Nakro. Elles sont plus de 200 filles qui sont en formation dans ce centre. Elles évoluent dans des domaines différents. Certaines sont en électronique. Je suis en train de couper la plaque là pour pouvoir réaliser le typon là-dessus. Depuis l'année, je suis passée. Oui, c'est intéressant. En train de faire tester si les composés sont bons. Si c'est bon, on trouve des valeurs ici. Dans le multimètre. On fait mesure, construction et puis pratique aussi. Et on fait la théorie aussi. C'est pour 3 ans de formation. D'autres en coupe-couture. Je fais la coupe-couture, première année. Oui, très intéressant. Mais toutes sont convaincues que le métier a un avenir et chacune d'elles compte ouvrir son propre atelier après la formation. Le métier a de l'avenir. Je rêve de devenir une formatrice. À la fin de la formation, si je suis parmi les 2 premières, j'aurai quelques matériels. Mais dans le cas contraire, c'est moi je vais chercher mes matériels. J'aimerais qu'à la fin de la formation, là, que je vais ouvrir mon propre atelier pour travailler. Pour ces dernières, il est temps de briser les barrières qui portent sur la question de l'emploi spécifique des hommes, car aujourd'hui, la femme est à mesure d'exercer toute activité confondue si la volonté y est. Non, ce n'est pas du tout vrai. Parce que tout ce que l'homme fait, là, nous aussi, on peut faire aussi. J'invite mes sœurs aussi de venir participer aussi, c'est intéressant. Si j'ai un conseil à donner, je voudrais dire à toutes mes sœurs de se battre dans la vie. Il faut pas, elles vont s'asseoir, attendre que l'homme s'occupe d'elles. Environ 4 filières de formation sont dispensées à ces filles, issues pour la plupart du milieu défavorisé. Penser les passages dans les lettres francophones, c'est sous ce thème que se tient ce 7 juin un colloque littéraire à Ouagadougou. Il s'agit pour les participants de faire la promotion de la littérature francophone. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Mahamad Sangari. Dans le but d'apporter leur contribution à l'émergence et à la promotion de la littérature francophone, des universitaires venus du Burkina Faso, des États-Unis, du Canada, du Togo et de la Côte d'Ivoire sont réunis en colloque littéraire à Ouagadougou. Un colloque qui se tient sous le thème « Penser les passages dans les lettres francophones ». Ce colloque se veut un cadre de rencontres et d'échanges entre les acteurs du monde littéraire. Effectivement, c'est un colloque qui se propose d'explorer à travers aussi bien la littérature écrite que d'autres genres littéraires, la question des passages dans la littérature. Et comme on l'a dit, les passages, ce sont les lieux de transition, mais aussi c'est le changement et les ruptures qui peuvent engendrer, des nouveaux départs. Pendant les 3 jours qui va durer ce colloque, les participants auront droit à des communications sur d'importantes œuvres littéraires francophones. Aujourd'hui et demain, vous verrez que le programme est assez chargé. Nous avons 2 sessions le matin et nous en avons autant l'après-midi. Et chaque session, comme vous avez entendu les énoncés donc des panels, chaque session porte sur un volet particulier et un volet important donc de la thématique. Pour le parrain de l'événement, la tenue du présent colloque contribue à l'animation de la vie scientifique. C'est l'occasion, c'est en fait l'animation de la vie scientifique. Une université, un centre de recherche ne peuvent véritablement apporter leur concours qu'en organisant de telles activités qui sont des occasions d'échange entre des sommités
des personnalités universitaires et des personnalités de la recherche de haut niveau. Donc c'est déjà positif sur ce plan. Le deuxième aspect est lié au thème qui consiste à penser les passages dans les littératures francophones. C'est par une table ronde qui se tiendra sous le thème « Le vivre ensemble, passage et transition » que le présent colloque va prendre fin le 9 juin prochain. Le jeûne du mois de Ramadan a débuté ce matin. Durant ce mois de piété, les fidèles musulmans burkinabés doivent s'abstenir de plusieurs choses. La signification du carême dans ce reportage de Mahmad Sangari. Au 9e mois de chaque année lunaire, les musulmans observent le jeûne du mois de Ramadan, un mois qui est d'une importance capitale pour les fidèles musulmans, en ce sens que le jeûne est l'un des piliers de base de l'islam. Le bon Dieu a exigé le carême pour notre communauté, la Ummah islamique, en deuxième année de migration du prophète de la Mecque à Médine. Allah, le Tout-Puissant, a dit: ô vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit, de même qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Le jeûne en islam veut dire que les musulmans doivent cesser à manger, à boire et à pratiquer les relations sexuelles dès l'aube jusqu'à la coucher du soleil. Pendant ces mois, il est demandé aux fidèles musulmans de faire preuve de plus de solidarité et de piété. C'est pour nous rendre les piétés. Les piétés, ces piétés-là permettent à celui qui est aîné d'éviter les mensonges, d'éviter les calomnies, d'éviter à faire toutes sortes de mal aux autrui. Cependant, ce ne sont pas tous les musulmans qui sont tenus d'observer le jeûne. Donc maintenant, quand on est voyageur ou bien quand on est malade, ou bien une femme qui est enceinte, et qu'elle sache que si elle gêne, ça va la faire mal, ou bien ça va faire mal à son bébé, cela la permet de ne pas observer le jeûne. Et elle est recommandée de les faire après les mois. Donc ensuite, c'est là qui ont vieilli. L'événement le plus marquant pendant ce mois est la célébration du jour de la révélation du Saint-Coran, Laylatul Qadr, un jour qui intervient entre le 25e, le 27e et le 29e jour du mois. L'une des préoccupations des musulmans durant ce mois de jeûne, c'est bien sûr le risque d'augmentation du prix des denrées par les commerçants. Notre équipe a été au marché pour constater le prix des produits de grande consommation. Pour le moment, le constat qui se dégage est le maintien des prix à l'état, suivant ce constat de Cheikh Omar Bandaou. Les musulmans du Burkina Faso ont entamé le mois de Ramadan de l'année hégirienne 1437. 9e mois du calendrier lunaire, un mois de miséricorde pour les fidèles musulmans, mais aussi et surtout un mois de grandes dépenses. Comme si ces dépenses ne semblent pas durcir les conditions de ce mois béni, les commerçants procèdent généralement à une augmentation des prix de certaines denrées. En ce début du mois, notre curiosité nous a amenés à nous rendre sur le terrain pour constater les prix des denrées. D'abord, les céréales. Ici, les vendeurs préfèrent tous garder le silence. Leur réticence devient plus grande à la vue de notre caméra. Mais une commerçante accepte de nous dire les prix sans pour autant être dans l'objectif de la caméra. De prime abord, elle affirme qu'aucun changement n'est survenu. Les prix sont donc restés en l'état. Mieux encore, elle a laissé entendre que le plat du petit mille est passé de 700 à 600 francs CFA il y a moins d'un mois de cela. Et le sac de 100 kg de cette céréale s'acquiert au prix de 26 000 francs contre 22 000 francs pour le sac de maïs et 550 francs le plat. Le plat du sorgho rouge, quant à lui, se vend à 600 francs CFA et son sac à 24 000 francs. Si les céréales connaissent une forte consommation pendant cette période, d'autres produits comme le sucre semblent aussi les plus consommés. De ce côté aussi, les commerçants n'ont pas encore augmenté les prix, confie l'un d'entre eux, mais difficile d'avoir une réaction vidéo. Néanmoins, nous sommes renseignés. Le sucre produit au Burkina Faso se vend à 17 750 francs CFA le carton chez les détaillants et 17 500 francs chez les grossistes.
Le paquet étant vendu à 752 francs. Pareil pour le paquet de sucre importé dont le carton coûte 18 250 francs CFA. Aucune augmentation donc pour le moment, mais elle reste une hypothèse à ne pas exclure, à en croire certains commerçants. La suite de ce journal, le bilan à mi-parcours du programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles lancé en 2012 a été évalué ce mardi. La rencontre a réuni le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, et plusieurs acteurs de l'industrie culturelle, Samba Kassile Traoré. La problématique de la sécurité foncière au Burkina Faso continue d'attirer l'attention des acteurs du domaine. Et pour mieux réfléchir sur la problématique afin de trouver des solutions, l'ONG Oxfam organise un atelier de réflexion sur le titre foncier à l'intention des acteurs du milieu foncier. L'atelier qui est organisé l'ensemble de la semaine ici, ces 4 jours, a pour objectif de donner la possibilité aux acteurs de la société civile très divers, donc des organisations de base, de défense des droits humains, de défense des droits des femmes, des organisations agricoles, des organisations qui travaillent sur l'agroécologie, qui se battent pour un meilleur accès, un accès sécurisé et adéquat à la terre et aux ressources naturelles liées, une gouvernance foncière responsable, de pouvoir en fait renforcer leur lutte commune pour cet objectif, pour garantir cet accès pour les communautés locales, les groupes vulnérables et marginalisés. Aujourd'hui, la question de l'accessibilité de la terre au Burkina est un véritable problème qu'il faut impérativement résoudre, car le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur, surtout avec la multiplication des sociétés minières. La communication dont nous avons fait, nous avons soulevé des contradictions, d'abord entre les agriculteurs eux-mêmes, allogènes et autochtones, qui sont en alliance et font des contradictions avec les éleveurs. Entre-temps, les éleveurs et les agriculteurs aussi se mettent d'accord pour dire que les orpailleurs sont en train de les déranger. Mais que ce soit les orpailleurs, les agriculteurs et les éleveurs, la politique minière et l'agro-business font que cela y perd des espaces. Pour certains acteurs, la solution au problème demande l'implication du monde paysan, mais aussi les acteurs politiques. Je crois qu'il faut absolument que nous intensifions en tout cas l'éveil des paysans. Il faudra aussi que nous puissions prendre, nous interpellons plutôt ceux qui sont dans les organisations créées par l'État, telles que la Confédération paysanne, l'UNPCV et autres là, de prendre conscience. Il faut que les paysans là soient un. Il faut qu'on taise toutes les dissensions entre nous et que nous puissions nous concentrer à faire face justement à ce phénomène-là. Environ 70 participants sont conviés à cet atelier qui va durer 4 jours et à l'issue duquel plusieurs décisions seront prises. Vous venez plutôt de suivre l'atelier de réflexion sur le titre foncier organisé ce matin par l'ONG Oxfam. Et comme nous le disions plus tôt, en culture, le bilan à mi-parcours du programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles lancé en 2012 a été évalué ce mardi. La rencontre a réuni le ministre de la Culture, Tahirou Barry, et plusieurs acteurs de l'industrie culturelle. Suivons cet élément de Samba Kassile Traoré. Le programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles PARPIC est un programme culturel expérimental déployé sur 4 années. Il a été lancé en 2012 d'un commun accord entre l'Organisation internationale de la francophonie et 4 pays africains, à savoir le Niger, le Sénégal, le Gabon et le Burkina Faso. La rencontre de ce mardi 7 juin a pour but de faire le bilan à mi-parcours de ce programme selon la directrice de la langue française culturelle et diversité de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a 4 ans, l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un programme d'appui à la gouvernance culturelle, au renforcement de capacité des acteurs, à la décentralisation de l'action culturelle, avec la participation de certains pays. Et aujourd'hui, ce programme pilote entre dans sa phase finale et on est là pour un temps de pause, pour une réelle introspection, pour voir les acquis, les impacts et les effets de ce programme et voir dans quelle mesure améliorer le dispositif et dans quelle mesure aussi réorienter éventuellement le dispositif en cas de besoin. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme salue l'initiative d'un tel programme et se dit satisfait des résultats obtenus. J'exprime ma satisfaction pour les résultats obtenus et surtout pour la disposition de l'OIF à accompagner nos États respectifs
dans la mise en œuvre de leur programme de développement des industries culturelles. Pour l'opérationnalisation du programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles, certains axes d'intervention ont été privilégiés tels que le renforcement des capacités de gouvernance des ministères en charge de la culture et le désenclavement de la culture sur le plan social, financier et politique. Actualité hors du Burkina, au Niger, 50 000 personnes ont été déplacées après l'attaque de Boko Haram à Bosso vendredi selon l'ONU. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, rapporte que la majorité d'entre elles se sont rendues à pied dans la ville de Toumour, à 30 km à l'ouest de Bosso. D'autres se dirigent vers Difa, à 140 km de Bosso. Après l'attaque meurtrière menée dans cette ville par le groupe djihadiste nigérian, plusieurs spécialistes se posent cette question qui dirige maintenant la ville de Bosso. Les casques bleus de l'ONU sous le coup de nouvelles accusations en Centrafrique. Human Rights Watch accuse des casques bleus de Congo-Brazzaville d'avoir mené des exactions, des meurtres. Ces exactions auraient eu lieu entre décembre 2013 et juin 2015, période pendant laquelle les soldats congolais servaient dans la mission de maintien de la paix de l'Union africaine, la MISCA, et dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSCA. Les accusations de l'organisation se basent notamment sur la découverte d'une fosse commune située à 500 mètres d'une base des forces de maintien de la paix à Bouali, au nord de Bangui. Les restes de 12 personnes identifiées comme celles ayant été détenues par les soldats de maintien de la paix en mars 2014 y ont été découverts. Des enquêtes ont été ouvertes par les Nations Unies pour situer les responsabilités dans cette affaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur votre télévision Burkina Info.